Mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les membres du board, mesdames et messieurs, bienvenue au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et merci à Expat Communication et au magazine Femmes Expat d'avoir organisé cet événement. Merci à toutes et à tous de votre participation aujourd'hui, en présentiel ou en ligne. C'est une occasion rare de rencontrer autant d'acteurs de la mobilité internationale, représentants d'entreprises françaises, d'associations des Français de l'étranger, de partenaires institutionnels spécialistes de l'expatriation ou encore de la presse nationale, de la presse spécialisée. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour la restitution du baromètre Expat Communication. Il s'agit de 4 enquêtes effectuées auprès de 12 000 expatriés au cours de l'année 2023 qui nous permettent de découvrir les visages de l'expatriation en 2023 entre excellence et vulnérabilité. Depuis une dizaine d'années, Expat Communication prend régulièrement le pouls des expatriés afin de mesurer l'impact de la mobilité internationale et de ses évolutions sur la vie et sur la carrière des expatriés. Ces études sont ensuite mises à la disposition des acteurs qui accompagnent les expatriés, qu'il s'agisse des institutions, des médias, des entreprises ou des prestataires, et elles permettent aussi d'éclairer les expatriés sur les risques et les bénéfices de leur parcours à l'étranger. Ces visages de l'expatriation, ce sont en réalité près de 2,5 millions de visages, puisque c'est l'estimation que nous faisons du nombre de Français résidant à l'étranger, chacun avec son parcours et avec son expérience particulière de l'expatriation. Et ce baromètre est évidemment tout à fait précieux pour nous, au ministère et en particulier à la direction des Français de l'étranger et de l'administration consulaire, même si nous avons déjà une bonne connaissance des principales préoccupations de nos compatriotes à l'étranger, par l'intermédiaire de nos 209 postes consulaires, qui jouent un rôle d'accompagnement, comme vous le savez, au quotidien de nos compatriotes expatriés, mais aussi via les élus, qu'il s'agisse des conseillers des Français de l'étranger au niveau local, des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, ou des sénateurs et des députés, avec qui nous échangeons évidemment très régulièrement sur l'ensemble de ces questions. Chaque année, le baromètre Expat Communication nous apporte ainsi des éléments d'analyse qui permettent d'enrichir la connaissance que nous avons des Français expatriés, même si le baromètre comprend aussi une part d'expatriés d'autres nationalités. Alors, parmi les enjeux mis en lumière par ce baromètre, l'effet globalement positif de l'expatriation sur les couples, ce qui peut paraître contre-intuitif. L'effet positif sur les carrières également. La difficulté de l'intégration des conjoints expatriés. L'augmentation, bien qu'encore très progressive, du taux de conjoints expatriés hommes. Ou la place du télétravail dans la vie professionnelle à l'étranger. Et bien d'autres questions encore. On s'aperçoit aussi, et c'est un enseignement important de ces baromètres, que le retour, on en parlait à l'instant, apparaît souvent comme la phase la plus complexe du cycle de l'expatriation, mais qui déborde un petit peu, là, pour le coup, des compétences de la direction que je représente. Et à cet égard, un important travail est d'ailleurs engagé en lien avec la délégation interministérielle à la transformation publique et avec les services de communication du gouvernement pour fournir toutes les informations utiles aux Français et aux Françaises de l'étranger sur le site servicepublic.fr dans le cadre du moment de vie « Je pars, je vis, je reviens de l'étranger ». Voilà, j'ai déjà trop parlé, je laisse donc la place à Madame Alix Carnot, directrice associée d'Expat Communication, que je remercie à nouveau, ainsi que Madame Stéphanie Merlan pour nous présenter les résultats du baromètre 2023. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil. Je salue aussi, d'abord, je crois que quand on est en hybride, on prend plus soin de ceux qui sont loin, donc déjà tous ceux qui sont à distance et qui nous regardent, notamment il y a des centaines d'expatriés, il y en a des milliers, des dizaines de milliers qui ont répondu au baromètre, et il y en a des centaines qui nous suivent, et ça c'est très important, puisque ça va être un de nos leitmotifs aujourd'hui, mesurer, analyser, c'est bien, à condition que ce soit pour faire. On n'est pas là pour se faire plaisir avec des choses intellectuellement passionnantes. Vous verrez que c'est très, très intéressant. Mais le but vraiment, c'est d'agir pour faciliter le quotidien des expatriés. Et on va voir ensemble comment on peut faire ça avec le baromètre. Donc, un grand merci
aux expatriés qui ont répondu aux enquêtes, 12 000 cette année, on le répète, mais parce qu'on en est très content, parce que c'est ce qui permet que ces enquêtes soient représentatives, parce qu'il faut beaucoup d'analyses, vous voyez, à chaque fois, on va faire des analyses locales, par âge, il y a beaucoup de granularité qui est nécessaire, et pour ça, il faut des très gros volumes. Donc, continuez à répondre, vous qui nous écoutez. Je remercie aussi les fidèles partenaires du board là, qui sont bien représentés. Il y en a qui sont membres depuis le tout début du baromètre en 2014. Sans eux, évidemment, Expat Communication, c'est une très belle entreprise, mais c'est une toute petite entreprise. Donc sans vous qui démultipliez nos efforts, on ne pourrait rien faire. Et puis vos expertises, aussi bien pour concevoir les questionnaires que par la suite pour les analyser, pour donner de la profondeur à nos analyses sont indispensables. Donc merci beaucoup à vous. Merci à tous vous tous qui êtes présents, puisque le but, merci beaucoup Monsieur Pengili de l'avoir expliqué, c'est de fédérer des acteurs qui ne se rencontrent pas forcément. Pouvoir public, entreprises, prestataires de l'expatriation, expatriés, conjoints expatriés. Le but, c'est de mélanger toutes ces populations parce qu'on est certain que des solutions efficaces, on parlait tout à l'heure avec Madame la sénatrice du statut des femmes expatriées, ça c'est ce qu'on peut faire ensemble quand on met ensemble les différentes personnes, les études, les actions, et c'est ce qu'on essaie de faire avec vous. Merci beaucoup à toute l'équipe d'Expat Communication qui est sur la brèche depuis une semaine évidemment pour organiser cette belle journée et qui a été hyper efficace, mais qui est sur la brèche depuis 8 ans pour donner du sens et du corps à ce baromètre, en particulier à tous ceux qui ont travaillé sur ce baromètre, les différents chefs de projet qui se sont succédés. On va arrêter là tout de suite les introductions, on va passer directement au cœur du sujet. Le cœur du sujet, il est d'abord méthodo. Interculturellement, là, on dirait, on raisonne à la française. On va commencer par le pourquoi et le comment, parce que on l'entendait bien quand Monsieur Pengili, ici, avec la cellule des Français de l'étranger, parle expatrié, il pense Français de l'étranger. Pour beaucoup d'entre vous qui êtes des entreprises, quand vous parlez vous pensez expatrié, vous pensez toutes sortes de nationalités, y compris ce que vous appelez les TCN, les Third Country Nationals, qui sont des gens d'autres pays qui vont vers d'autres pays, pas forcément même des étrangers en France. Il y en a qui ont un statut d'expatrié, il y en a qui sont en contrat local. Il y en a même, on ne sait plus très bien la différence entre un émigré et un expatrié. Comment, dans ce cas-là, si le sous-jacent qu'on analyse n'est pas clair, comment est-ce qu'on peut faire des études qui tiennent debout? C'est la première question que je vais poser à Yumna Saïkali, qui est la directrice du projet Expat Communication 2023, de Baromètre Expat Communication 2023. Yumna, viens nous rejoindre et dis-nous comment on fait ce qui ressemble un peu à la quadrature du cercle. Merci Alix. Bonjour tout le monde. Vous avez déjà entendu certaines de ces informations. On a fait on remercie nos partenaires, avec nos 6 partenaires, 4 enquêtes cette année, 12 000 réponses, 20 000 verbatim. Les verbatim, c'est les commentaires complémentaires que nos répondants ont bien voulu partager avec nous. Très important parce que ça, c'est pas juste une case à cocher, c'est quelque chose qu'ils ont voulu partager avec nous. Évidemment, on a passé beaucoup de temps là-dessus. Et quand on passe à la prochaine... Vous allez voir, les visages de l'expatriation, qu'est-ce que ça veut dire en détail? Essentiellement, en début d'année, on leur a demandé pourquoi est-ce que vous voulez quitter et pourquoi est-ce que vous partez en expatriation. L'impact au printemps sur votre carrière et le travail pour vous. L'impact sur la famille, les conjoints, les enfants, justement, à la rentrée, à la fin de l'été. Et finalement, on les a interrogés au sujet de l'identité, l'interculturel et l'écologie. On a vraiment fait le tour de la personne. Mais, et Alix l'a dit, M. Pengili l'a dit, tout expatrié n'est pas pareil. Et donc, pour faire des recherches plus poussées, on a déjà entendu le mot conjoint, par exemple. On a créé les personas que vous voyez à l'écran. Pour ceux qui sont très visuels, ces pourcentages vont varier quand même d'une enquête à l'autre, disons dans les 5%. Mais je vais commencer juste pour vous dire, pour les expatriés mutés, c'est les gens qui sont partis avec leur employeur ou pour leur employeur pour travailler à l'étranger. Les conjoints, surtout des femmes en effet, mais de plus en plus on voit d'hommes qui font partie des conjoints. Les self-initiatives, vous me pardonnerez l'anglicisme, mais essentiellement les gens qui vont et trouvent du travail sur place. Donc souvent, et on va utiliser le terme contrat local.
les retraités, c'est évident, et les aventuriers, donc les gens qui partent à l'aventure, voir un peu, je suis sûre qu'il y en a entre vous peut-être dans la salle, et il y a les autres, les étudiants, les gens qui font du travail humanitaire, etc. Ces personnes-là, et ça c'est une nouveauté du baromètre cette année, nous permettent vraiment de cerner, de mieux cibler les informations nécessaires, bien comprendre qui part, pourquoi, etc. Mais aussi, on va faire avec les personnels des recoupements pour les zones géographiques, les âges, le genre, etc. Donc, vraiment, vraiment cibler les infos nécessaires. Et si on peut passer à la prochaine diapositive. On continue. On continue quand même, merci. Donc, je cède la place à deux de nos partenaires, en l'occurrence, Madame Cassi et Madame Vassereau. Voilà. Et à qui on va demander, donc si vous êtes dans le board du baromètre, c'est dans quel but, qu'est-ce que vous cherchez à mesurer? Là, vos micros sont allumés. Hein. C'est Rachida peut-être déjà pour la Caisse des Français de l'étranger. Merci de me donner la parole. Bonjour à tous. En effet, pour la CFE, quand on nous a émis la possibilité de travailler sur ce baromètre, c'était d'abord comprendre l'expatriation, en fait, comprendre notre cible, qui sont les personnes que la CFE couvre partout dans le monde. C'était d'abord, effectivement, aujourd'hui, on est arrivé à cette définition des personas, mais il y a quelques années, on n'avait pas nécessairement cette définition-là, parce que le monde de l'expatriation a évolué. On est passé de personnes qui partaient travailler, en fait, à l'étranger, à des personnes qui vont vivre l'aventure en famille ou seule à l'étranger. Donc, c'était important pour nous qui amorcions notre transformation digitale, notre transformation stratégique globale, de comprendre à qui on s'adressait et les besoins qu'il fallait qu'on couvre et pour lesquels il fallait qu'on réponde. C'est pour ça qu'on est partenaire depuis de longues dates et aujourd'hui, en fait, on apprend aussi de tout ce qu'on entend et tout ce que vous analysez. Merci beaucoup. Merci Rachida. Et pour Morgane Vassereau, donc, qui est dans la cellule mobilité externe de la Banque de France. Merci Alix, bonjour à tous. Pour la Banque de France, nous avons à peu près 370 agents qui sont en expatriation à travers différentes institutions internationales en Europe et également à travers le monde. Ces enquêtes conduites de façon trimestrielle nous permettent, je dirais, à 3 niveaux. Tout d'abord, de rester en lien avec nos expatriés et de nourrir le dialogue avec eux, notamment parce qu'on les interroge aussi sur le moral des expatriés, sur le bien-être. Le deuxième élément, c'est également, ça nous permet de collecter des données et des verbatims de façon à développer une meilleure compréhension des enjeux de l'expatriation, parce que chaque situation est finalement différente du point de vue professionnel, mais du point de vue familial, personnel, et d'explorer plus en détail tout en ayant le respect de l'anonymat, les éléments clés qui ressortent. Et enfin, je dirais le troisième élément, d'obtenir des perspectives intéressantes, des expériences vécues par nos expatriés, quelles que soient leurs surprises, quelles que soient leurs attentes, ou encore de mettre en lumière des éventuels écarts ou manques qui pourraient nous conduire à mettre en place des axes d'amélioration pertinents et des actions RH derrière. Merci beaucoup. Donc, vous voyez des usages très, très divers et on va creuser ces différents usages. Maintenant, on passe la méthode et on en vient au cœur du baromètre qui est cette mesure qu'on fait du moral des expatriés. Donc à chaque enquête, juste après le profilage, il y a une enquête pour demander aux expatriés comment ils vont. En 2021, en année Covid, quand c'était vraiment très fluctuant, on l'a fait tous les mois. Là, on est revenu à une mesure plus normale de tous les trimestres. Et donc, Yumna, comment vont les expatriés en 2023 ? Je peux vous rassurer que généralement, ça va bien. Certainement, vous allez voir, depuis le début de février 2021, il y avait de très larges fluctuations qui, finalement, se normalisent en fin d'année, en fin de 2023. Ce qui n'étonne pas, c'est bien post-pandémie, post-Covid, etc. Donc, en début d'année, on a quand même vu certaines fluctuations qui sont restées. Finalement, on a eu
pour 2023 une fluctuation entre 68 et 72, qui n'est pas énorme. Donc quand même, ils sont bien. Quelques divergences, évidemment, par persona, par zone géographique, les hommes, les femmes, les générations aussi. Je vous demande de porter attention en fin d'année 2023, et ceci depuis 2 ans. C'est la première fois qu'on voit une divergence entre le moral des hommes et des femmes, avec le moral des hommes qui est à la hausse et celui des femmes qui est à la baisse, pour la première fois depuis 2 ans. Merci beaucoup, Yumna. On aura envie de passer des heures carrées sur ce sujet, parce que vous imaginez tous les recoupements possibles. Bienvenue dans la frustration des gens qui font des études. Henri Baltia, directeur commercial d'April International, vous n'êtes pas frustré. Qu'est-ce que, par votre activité de chez April International, vous entendez de ce moral des expatriés? Alors, merci Alix et bonjour à tous et à tous. Ce que je voudrais d'abord préciser, c'est que je suis ravi de voir que cette mesure du moral des expatriés est effectuée. Quand j'ai démarré ma carrière il y a une 30aine d'années, on n'aurait jamais entendu parler de santé mentale. Les assureurs complémentaires cherchaient à fixer des jambes cassées, à couvrir des accouchements, des choses qui sont certes extrêmement importantes et que le marché continue bien évidemment à assurer. Mais le moral des expatriés, c'est vraiment un concept auquel on ne s'attachait pas il y a 10 ou 15 ans. Et là, voir que cette mesure est effectuée et suivie par beaucoup d'entreprises, par beaucoup d'acteurs du secteur privé comme du secteur public, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et d'autant plus que cette mesure, elle a été effectuée sur un échantillon plus que représentatif. On parlait de plus de 10 000 personnes, donc c'est vraiment un élément concret sur lequel on peut statistiquement se fier. Et je voudrais en fait dire que, donc je ne vais pas spécialement parler au nom d'April International parce que je pense que tout le marché de l'assurance complémentaire a effectivement pu suivre ces courbes qui étaient présentées sur écran il y a 2 minutes. Oui, on a vu effectivement une recrudescence pendant la période Covid des sollicitations pour des consultations de soutien psychologique que la plupart des acteurs de la santé reprennent dans leur programme d'assurance complémentaire, que ce soit pour des consultations en présentiel ou à distance, qui ont beaucoup aidé quand on ne pouvait pas sortir de chez soi. Et donc, on a vu effectivement que ça se calmait un petit peu sur la fin de l'année 2023. Et donc, sur ce phénomène, nous voulons continuer à rester vigilants en continuant, et là je parle une fois plus au nom du marché, à reprendre dans les programmes d'assurance complémentaire ce type de couverture qui permet de mieux accompagner les personnes qui sont déracinées, qui sont peut-être en manque de repères dans le cadre, qui peuvent être en manque de repères dans le cadre de leur expatriation. Voilà. Merci beaucoup, Henri. On va voir d'autres items dans le baromètre qui nous permettent d'aller dans cette direction que vous indiquez. Donc, dans chaque enquête, il y a un profiling, je vous disais, après cette question sur le moral, et puis après, Yumna vous a présenté les 4 sujets qu'on a fait dans nos 4 enquêtes annuelles. Et la première, c'était, commencer par la base, pourquoi part-on en expatriation en 2023 et accessoirement, est-ce qu'on y trouve ce qu'on est venu chercher? Et là, depuis qu'on a créé le baromètre, donc en 2014, on voit vraiment un glissement qui correspond à des glissements sociaux beaucoup plus généraux. Ça touche pas du tout que l'expatriation. C'est la montée des raisons personnelles du départ, en fait, j'ai envie de dire, de l'individualisme dans l'expatriation. Même chez les expatriés mutés par leur entreprise, la première raison exprimée pour partir, ça n'est pas ma carrière, c'est mon développement personnel, découvrir une nouvelle culture, avoir des enfants avec une ouverture internationale. Et le fait d'être muté par l'entreprise est un prétexte qui me permet de réaliser ce projet personnel. Alors oui, l'argent compte, évidemment. Il y en a 54% qui disent que les critères financiers ont été décisifs dans leur prise de choix. J'ai envie de dire, les expatriés sont des gens raisonnables qui font leurs calculs avant de partir. Et la qualité de vie est quand même le deuxième item pour lequel on va partir. Mais les raisons personnelles, vous voyez, prennent de plus en plus d'essor. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que les expatriés trouvent ce qu'ils sont venus chercher, et même là, une fois qu'ils sont sur place, quand on regarde ce qu'ils ont trouvé en expatriation, ça c'est le slide suivant, en expatriation, vous voyez là le orange qui représente les items personnels est devenu extrêmement prégnant. Et le thème du développement personnel qui était à 48%, vous vous souvenez dans le slide précédent, ce qu'on est passé à 68%. Donc on part pour s'ouvrir l'esprit et ça c'est le pour, et ce qui advient en expatriation, c'est justement qu'on s'ouvre l'esprit avec les avantages et les inconvénients aussi que ça peut avoir
en termes de santé mentale. Ouverture d'esprit veut dire aussi déstabilisation, forcément. Ludivine Requena, qui est responsable mobilité internationale du groupe Carrefour, est-ce que ces raisons du départ, de plus en plus personnelles, même si le professionnel compte aussi, s'observent aussi dans votre population d'expatriés? Merci beaucoup, Alix. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici pour pouvoir partager ce moment d'échange. Alors oui, effectivement, nous sentons un glissement des aspects personnels, alors, en tout cas, sur plus les aspects personnels que professionnels. Nous, chez Carrefour, nous attachons une importance toute particulière à prendre en compte toutes ces dimensions et le résultat du baromètre nous y aide beaucoup. Donc, nous accompagnons nos collaborateurs à travers différentes actions avec le support d'Expat Communication. Donc, l'accompagnement de l'expatriation, c'est une chose. L'accompagnement de la famille est, à mon sens, essentiel. Et encore une fois, chez Carrefour, nous y attachons une importance particulière, puisque nous considérons que ces aspects font partie de l'aventure mobilité internationale et c'est ce qui permet aussi le succès de la mobilité internationale. J'aime à dire qu'un bon accompagnement de la famille et de l'expatrié, c'est une expatriation réussie. Donc c'est un win-win. Nous investissons vraiment dans le départ de l'expatrié et de sa famille, et j'insiste, pour que tout se passe au mieux. Et l'aspect personnel, la dimension personnelle ou la dimension, j'aime à dire, familiale aussi, est un élément clé qu'il faut vraiment prendre en compte. Si je peux me permettre, en tant que responsable mobilité internationale, je pense que nous avons un rôle essentiel dans cet accompagnement pour faciliter, fluidifier l'expatriation. Donc, dans les usages du baromètre, on voit le rôle de tribune pour les familles expatriées. Merci, Ludivine. Et on va illustrer ces propos avec un témoignage qui est celui de Pauline et Gabriel, qui sont expatriés à Rabat, qui sont des multi-expats, et qu'on écoute. Je m'appelle Pauline, j'ai 33 ans et je suis journaliste. Avec mon mari Gabriel, on a vécu en Thaïlande, au Sénégal, à l'île Maurice et au Maroc où nous vivons actuellement depuis 1 an. Je m'appelle Gabriel, j'ai 32 ans, j'ai grandi au Sénégal et j'habite aujourd'hui à Rabat, au Maroc, où je développe mon entreprise. Je suis entrepreneur et on est spécialisé dans la gestion de flotte de véhicules en Afrique. J'apprécie de vivre à l'étranger parce que j'aime sortir de ma zone de confort au quotidien, être stimulé par un environnement que je ne connais pas. Et je suis allergique au mauvais temps et au froid, donc je ne me voyais pas rester en France. Le travail nous a ensuite amené à quitter Maurice pour le Maroc après 3 années fantastiques sur cette île. Et pour moi, le seul risque, que ce serait de ne pas oser croire en ses rêves et du coup ne jamais se lancer. Et voilà. Donc allez-y et osez. Moi, à mon avis, le risque le plus important, je dirais, c'est la distance avec la famille, les amis restés en France. Le risque, ce serait que les liens se distendent, mais aujourd'hui, avec la visio et la facilité à prendre un avion, finalement, je trouve que ces risques sont pas si importants que ça. Je partage cette envie de continuer à voyager. Pour l'instant en Afrique, moi l'Afrique anglophone, l'Afrique et de l'Est, c'est des régions que je connais pas du tout, donc j'aimerais bien aller voir ce qui s'y passe. J'ai pas beaucoup réfléchi personnellement à ces enjeux pour mon expatriation. Bien sûr, notre empreinte carbone est plus élevée que la moyenne, mais je ne suis pas aujourd'hui prêt à faire une croix sur l'expatriation pour pour diminuer mon empreinte carbone. Vivre dans des pays en développement relativise aussi notre réflexion sur l'enjeu écologique, puisque les impacts économiques sont tellement importants que c'est pas vraiment des sujets qu'on a dans nos conversations de tous les jours.
Voilà, merci beaucoup à Pauline et Gabriel qui finissent avec une question pas facile dont on reparlera tout à l'heure. Ils ont semé des petits cailloux qu'on va retrouver dans la suite de l'intervention. Avant de revenir sur ces enjeux écologiques, plutôt en fin de présentation, on va passer à la deuxième enquête. Donc ça, c'était l'enquête du printemps, où on a demandé aux expatriés comment ça se passait dans leur carrière. Donc on a regardé plein de choses sur leurs compétences, sur leur évolution de carrière, sur le télétravail. Et donc on va vous montrer l'évolution sur l'impact sur le télétravail et sur leur évolution de carrière. Merci Alix. Comme vous voyez à l'écran, ils plébiscitent majoritairement le télétravail. Même les gens qui ont quitté pour leur employeur et avec leur employeur, donc les mutés, l'ont fait quand même, je reviens au point qu'Alix a fait plus tôt, pour des raisons personnelles, une permission personnelle. Et donc, ils veulent pouvoir télétravailler. 44%, si je me trompe, pour les mutés, à 53% pour les conjoints. C'est évident. Et quand on continue pour voir est-ce qu'il se trouve que leurs carrières vont bien en expatriation, la majorité, vous voyez, les expatriés mutés, surtout à 78%, ça va quand même très bien, suivi d'assez près par les gens en Self-Initiative qui, rappelez-vous, les contrats locaux, un groupe à surveiller parce que c'est un groupe qui augmente. Par contre, petit ou même grand bémol, les conjoints ne trouvent pas que leur carrière va bien en expatriation. Et donc, on a des questions. Et je vous inviterai à vous rappeler de ça l'année prochaine parce qu'on va aussi les interroger sur le retour. Et alors, leur carrière au retour, ça va donner quoi? Yumna nous fait déjà le teaser pour la suite. Si on revient à 2023, impact de l'expatriation sur la carrière, c'est votre métier, Morgane Vassreau, à la Banque de France. Vous suivez les trajectoires des agents mis à disposition par la Banque de France. Est-ce que vous observez ce grand plébiscite pour la carrière des agents? Alors, vous le disiez tout à l'heure en introduction, le retour, c'est peut-être la phase la plus complexe de l'expatriation. On se prépare naturellement à partir et beaucoup moins à revenir dans son pays. À la Banque de France, on met des actions à 3 niveaux pour faciliter le retour de nos agents, que ce soit au siège ou au sein du réseau. Déjà, on considère que le succès du retour se prépare bien en amont, dès le départ. C'est-à-dire que les agents sont invités, au moment de leur départ, à réfléchir comment cette mission peut s'intégrer dans leur parcours de carrière. Ensuite, on a mis tout récemment en place un document qu'on appelle une feuille de route. En fait, c'est un document spécifique à chaque mission qui est établi au départ entre l'agent et des correspondants désignés au siège. Un document qui vise à identifier finalement et à renforcer le lien entre les agents et le siège, les équipes du siège. L'idée, c'est de créer un lien solide et aussi de donner visibilité sur les thématiques d'échange sur lesquelles ils seront amenés à interagir pendant leur mission et de favoriser finalement des retours impactants pour les agents comme pour la banque à l'issue de la mission. Le deuxième élément, on met également des actions en place au cours de la mission. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, la DGRH anime la communauté des expatriés sur place ou à distance par des webinaires. On réfléchit également à la mise en place, par exemple, d'un espace d'échange entre les détachés pour les tenir au fait et au courant des actualités de la Banque de France. On incite également les directeurs des différentes directions générales à aller à la rencontre des expatriés au cours de leur déplacement professionnel. Et enfin, les expatriés qui le peuvent bénéficier, je dirais, de la flexibilité du travail et lorsque l'occasion se présente, revenir au siège, solliciter leur réseau. L'idée, là, c'est de rester connecté au siège pendant la mission. Et en fait, le troisième point, le plus important, c'est quelques mois avant le retour, on a mis en place un certain nombre d'actions, par exemple des outils. Donc, on a travaillé avec Expat Communication à la mise en place d'un guide du détaché qui aborde notamment cette phase clé du retour en leur donnant un certain nombre d'outils et de pistes de réflexion pragmatiques. Deuxième élément, on effectue un suivi individualisé de la part de l'équipe des mobilités externes, mais aussi de la part des interlocuteurs RH du siège.
Et enfin, l'an dernier, on avait mis en place un atelier des retours avec l'aide d'Expat Communication, atelier qui s'était avéré très efficace, qui avait permis de sensibiliser nos agents en groupe à cette thématique du retour qu'on souhaitera reconduire en 2024. Donc le dernier point, c'est aussi finalement d'aider l'agent à adopter une posture au moment de son retour et de créer une dynamique favorable pour permettre que le retour se passe dans de bonnes conditions. Merci beaucoup Morgane. Et là, vous voyez vraiment très concrètement cet aspect pratique du baromètre. Morgane s'est beaucoup appuyé là sur des études qu'on a fait sur le retour. On analyse, mais derrière, c'est pour agir. Parce que sinon, de toute façon, si c'est juste pour donner des mauvaises nouvelles, les expatriés ne répondront plus parce qu'ils ne vont pas avoir l'impression que c'est très utile. Petit zoom, vous voyez là sur ces chiffres que vous a montré Yumna, la faible progression de carrière des conjoints en expatriation, voire même une dégradation parfois. Les conjoints, ils sont au cœur de l'action d'Expat Communication depuis la création de l'entreprise en 2001. Pourquoi? Parce que on le voit bien dans les chiffres du baromètre, il y en a quand même 33% qui nous disent qu'ils ne trouvent pas du tout leur place dans cette expérience. Donc ça, c'est un chiffre très fort. Vous avez vu pour la carrière, et puis leur niveau de morale, comme vous l'avez vu sur la courbe tout à l'heure, est toujours inférieur, entre 5 et 7 points selon les enquêtes, à celui des collaborateurs. On dit souvent le conjoint est le maillon faible de l'expatriation, c'est une terminologie qu'on entend souvent en mobilité internationale, sauf qu'il en est aussi le socle. Donc il est évident que c'est une population pour laquelle il faut faire plus d'actions. Donc il y a des formations dont parlait Ludivine tout à l'heure, il y a des ateliers, il y a Femmes Expat qui fait un travail formidable pour cette cible-là. Je pense que ce qui est important, c'est aussi de changer les canaux de communication, d'utiliser tous les outils à notre disposition, et c'est pour ça qu'on vous a mis ces jolis dessins, vous les retrouverez dans le guide qu'on vous a déjà distribué, fait par une dessinatrice de Colombie qui s'appelle Coucou Pauline et qui est très talentueuse, et je trouve qu'en 2 dessins, elle dit 90% du drame et des joies, mais aussi des difficultés du couple expatrié. Voilà sur cette deuxième enquête, et je vous propose qu'on passe à la dernière enquête, qui est l'enquête de l'été. Donc pendant l'été, c'est une enquête plus cool, où on demande aux expatriés comment ça va. Vous savez, c'est la discussion des cousines qui se retrouvent sur la plage. Alors ton expat, comment ça va? C'est Yumna qui va nous dire ce qui va et ce qui ne va pas. Eh bien, les expatriés, encore une fois, ça va bien. On voit en orange, par contre, ce qui va un peu moins bien pour eux. Et finalement, je vous dirais que eux aussi, l'expatriation n'est pas un empêchement aux problématiques de la vie qu'on vit tous. Par exemple, le coût de la vie, ça c'est un problème pour tout le monde en 2023. Ça vous étonne certainement pas. Fiscalité aussi. Démarches administratives, bon, je passe. Par contre, c'est aussi assez important de noter des trucs comme l'accès à Internet. À plusieurs reprises, il y a plusieurs personnes qui ont parlé de communication et de comment on communique avec sa famille et avec tout le monde. Ce genre d'éléments est quand même assez important. Mais encore plus important, quand on parle de santé, on les a interrogés au sujet de leur satisfaction au niveau de la santé. Et vous allez voir bientôt que en général, ça va assez bien. Ils sont assez satisfaits de la qualité La slide ne veut pas venir. Mais la slide ne veut pas venir. Vous allez me prendre au mot que ça... C'est la charge mentale. Oups, désolée. La charge mentale, avant tout, ça par contre, ça va moins bien. Sincèrement, ils sont tous... ils ont une charge mentale assez lourde. Et là, on va je ne vais pas dire pour une fois, mais quand même, c'est les mutés qui ont la charge mentale la plus importante. Pourquoi? Ils n'ont pas seulement la partie adaptation, nouvelle culture, nouvelle manière de faire, etc., comment on vit, mais ils ont aussi toute la partie comment je travaille avec une nouvelle culture ou des nouvelles cultures, très souvent à l'international. Donc, une charge mentale assez lourde. Pour ce qui est de la santé physique, par contre, quand on parle de santé, là aussi, ça va généralement assez bien. La prochaine slide va vous montrer que ça va quand même assez bien. Ils sont satisfaits de la qualité des soins médicaux qu'ils reçoivent. Par contre, pas nécessairement des coûts. Là, c'est beaucoup plus nuancé. Et je m'attarde quand même à la partie essentiellement la santé gynécologique,
pour les femmes, on a interrogé les hommes et les femmes là-dessus, et c'est là où on trouve le plus de lacunes, le plus de difficultés. Et je pense qu'on en a déjà parlé, finalement, si la femme, c'est le maillon le plus faible, mais aussi le socle, il faut qu'on s'en occupe. Donc, en régie, vous pouvez passer à la santé, parce qu'ils avaient prévu autre chose. Et on va inviter April et la CFE, qui sont nos deux acteurs santé dans ce baromètre, à commenter les résultats pour la santé. Donc, globalement, des expats qui sont contents de la qualité des soins, plus ennuyés pour le coût des soins. Ça vous surprend, Henri ? Non, pas vraiment. En fait, tout d'abord, sur la qualité des soins, vous savez qu'un acteur international comme April a développé au cours des années et met à la disposition de ses adhérents un réseau de soins, un réseau de prestataires de soins qui sont présents partout dans le monde. Et nous avons effectivement réussi dans chaque pays du monde, sauf un, je dois quand même le dire, à identifier des prestataires de soins qui répondent à nos normes de qualité et où nous pouvons effectivement orienter les patients avec toutes les garanties que nous souhaitons avoir d'après nos critères sanitaires, nos critères médicaux. Nos équipes sont là pour vérifier et valider effectivement le fait que ces cliniques, ces hôpitaux partout dans le monde répondent à nos critères. Donc la qualité des soins, je suis pas surpris. Alors juste 2 secondes pour vous rassurer sur le seul pays sur lequel nous n'avons pas réussi à trouver des prestataires de soins qui sont aux normes. Pour vous dire que au départ de ce pays-là, bien évidemment, on évacue direct vers un pays limitrophe pour que les gens soient effectivement soignés et assistés et que le problème médical puisse être fixé. Et la dernière chose que je voudrais dire avant de passer la parole à Rachida, mille excuses Rachida si je monopolise un petit peu, c'est au niveau des coûts. Effectivement, les acteurs comme April ont très rapidement compris que le réseau de soins qui est mis à disposition des adhérents doit s'accompagner en fait d'équipes de cost containment. Alors désolé pour l'anglicisme, mais donc une équipe de cost containment, c'est tout simplement une équipe de négociateurs, puisque dans beaucoup de pays la médecine est un business. Nous devons effectivement répondre comme il se doit à nos interlocuteurs de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté de je ne sais quel océan, pour effectivement négocier les tarifs des soins. Et nous avons des équipes médicales, des médecins qui appellent les médecins dans les pays de destination pour effectivement parler du dossier médical et négocier le prix. Et on parvient effectivement dans beaucoup de cas à faire baisser la facture finale parce que le premier devis qui a été présenté était tout simplement démentiel. Merci voilà. Henri. Donc ça c'est côté coût. Rachida. Moi, je ne peux que compléter et approuver ce que dit Henri. Alors, c'est vrai que le coût de la santé, ça s'est vraiment envolé cette dernière année et forcément, ça a un impact sur les offres et les services des complémentaires santé, mais également de la CFE. Donc, il y a effectivement le réseau de soins qui est mis en place par les complémentaires santé, mais la CFE, donc pour toutes les personnes qui n'ont pas de complémentaires santé, et dans certains pays, la CFE a mis en place aussi ce réseau de soins pour pouvoir répondre à la possibilité permettre à ces assurés de ne pas avoir à avancer les frais. Depuis 2019, la CFE a signé en place la carte vitale, mis à disposition la carte vitale pour les expatriés qui souhaitent rentrer en France et se faire soigner. Mais de manière plus globale, en fait, quand on est dans un contexte incertain, ce qu'on observe, c'est que les personnes ont aussi besoin de revenir à ce dont ils ont l'habitude, donc à revenir à un système de protection sociale français, donc revenir se faire soigner en France, garder ce lien avec la France, et c'est là en fait que la CFE a tout son sens et qu'on est aussi conseillé, enfin on conseille, on a un rôle de conseil et on permet aussi aux personnes de pouvoir facilement rentrer en France et se faire soigner. D'ailleurs, quand on observe les remboursements qu'on effectue, c'est vrai qu'on a plus de 50% de nos remboursements qui sont effectués en France et ça augmente parce que les personnes reviennent à l'essentiel, en fait, à leurs habitudes et surtout pouvoir exprimer leurs soins, alors leurs mots dans une langue pour lesquelles ils sont plus à l'aise et surtout dans un système qu'ils connaissent. Et donc ça correspond complètement aux chiffres qu'on voit là. Dans les chiffres qu'on a vus, on a vu aussi l'écart de morale entre les hommes et les femmes. On a vu, Yumna l'évoquait, on ne l'avait pas mis là, mais les enjeux liés aux soins gynécologiques qui entraînent une forte... sont parmi ceux pour lesquels il y a le plus d'insatisfaction.
avec ces chiffres, vous avez aussi, Rachida, décidé de passer à l'action. Bien sûr, la femme est une cause qui nous tient à cœur à la CFE, mais pas que. Effectivement, donc on a mis en place ce fameux guide ensemble pour pouvoir détailler l'ensemble des problématiques que les femmes rencontrent en expatriation. Et ça, donc, on vous a donné ce guide si vous voulez le consulter pour ceux qui sont présents au Quai d'Orsay. Pour ceux qui sont en ligne, vous le trouverez sur le site Femmes Expat et il va s'accompagner d'une grande nouvelle. Et si la connexion, parce qu'on a vu que les expats étaient hyper contents de leur connexion Internet, on va voir si on a autant de chance qu'eux pour lancer la vidéo suivante. On part au Mexique. Bon, on dirait. Bonjour tout le monde, je m'appelle Amélie Faux et j'ai l'honneur de produire les podcasts du guide de l'expatriation au féminin. Ce sont des podcasts qui s'adressent aux expatriés, mais qui sont faits aussi par des expatriés, car je suis moi-même basée à Mexico. Vous verrez que je vais interviewer des coachs de la Coach Academy d'Expat Communication qui sont aux 4 coins du monde. Et maintenant, en exclusivité, je vous propose d'écouter notre jingle. À bientôt! Alors, Milan, bien installé? Il y a un lycée français à Cape Town. Au fait, ton container est arrivé? Dis maman, on reviendra à Mexico? Mais alors, on parlera quelle langue à la maison? Et toi dans tout ça, ça va? Bienvenue dans l'expatriation au féminin, le podcast qui nous relie à travers le monde, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger. Donc voilà, vous voyez qu'on n'arrête pas avec ce baromètre, un guide de l'expatriation au féminin, un podcast, donc qui sera disponible à partir du mois de janvier. Tout ça, c'est des actions concrètes qui sont prises pour répondre à ce qu'on observe. Dans ces actions concrètes, il y a aussi, parce qu'on a la grande chance dans le board du baromètre, d'avoir des acteurs locaux. Parce que tout ce que vous voyez sur ces attitudes de satisfaction des expatriés, on va le mesurer par destination, on va le mesurer notamment pour la France. Et là, on va avoir un peu le symétrique de Monsieur Pagili, qui lui s'occupe des Français à l'étranger. Anis Karamosino est responsable mobilité internationale pour la région Île-de-France, dans la cellule qui s'occupe de l'attractivité de la région Île-de-France, donc Choose Paris Region. Annie, qu'est-ce que disent pour vous les chiffres du baromètre et qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Merci Alix, bonjour à tous. Alors d'abord, je voudrais rappeler que les talents étrangers représentent un facteur d'attractivité important pour les territoires, pour la région Île-de-France. D'abord parce qu'ils apportent leurs compétences, leurs expertises acquises à l'international. Ils apportent une diversité qui va venir renforcer notre compétitivité et qui va aussi venir enrichir notre tissu culturel. Et donc l'enjeu finalement, c'est que les expatriés aient envie de venir en Île-de-France, mais aussi et surtout qu'ils aient envie d'y rester. D'ailleurs, un des résultats que vous n'avez pas abordé, mais que j'avais trouvé intéressant, c'est que finalement, le célibat géographique n'était une solution optimale pour personne, ni pour les entreprises, ni pour les expatriés, ni pour les familles. Et donc, ce qui m'avait marqué, c'est que ça montre bien l'importance de l'ancrage de l'ensemble de la sphère familiale de l'expatrié en incluant son conjoint et ses enfants. Alors ça veut dire quoi pour l'Île-de-France ? Eh bien ça montre tout simplement que nous en Île-de-France, on doit pouvoir rassurer les expatriés sur le fait qu'ils vont pouvoir trouver ici un cadre de vie équilibré entre vie professionnelle et vie familiale. Et ça passe notamment par le fait que l'on va trouver ici une offre scolaire internationale variée, diversifiée pour répondre aux besoins des parents, les rassurer. Ça passe aussi par le fait que finalement une double carrière est possible en France et en Île-de-France et qu'il y a des opportunités professionnelles qui sont offertes aux conjoints qui souhaitent travailler. Et ça passe finalement aussi par un axe essentiel qui est l'envie d'une vie sociale et culturelle intense. Et notamment grâce à toute l'offre de loisirs et touristiques que la région peut offrir. Et je sais que les expatriés plébiscitent beaucoup cette offre.
Et enfin, je rajouterais peut-être un dernier point, c'est que ces résultats sont aussi assez révélateurs du rôle actif que peuvent jouer aux côtés des territoires les entreprises, les écoles internationales, les associations, les prestataires de services, pour qu'ensemble on travaille à l'intégration et à l'amélioration de l'installation, de l'intégration des collaborateurs étrangers et des familles, et qu'on participe à l'amélioration de leur expérience globale en Île-de-France. Donc ce que je retiens aussi, c'est que finalement, c'est surtout un travail collectif, multi-acteurs et multi-échelles. Merci beaucoup Annie, bravo pour ce magnifique travail que vous faites et toujours en synergie avec une multitude d'acteurs. C'est extrêmement efficace. On a vu les aspects pratiques, on va aller maintenant pour la dernière enquête de l'année 2023 dans les aspects les plus profonds. Au début, on disait, alors les expats partent pour une expérience personnelle, ils partent pour le déracinement. Que génère ce déracinement? Est-ce qu'on peut être soi-même quand on est à l'étranger? C'est la question qu'on a eue dans cette dernière enquête. Et là aussi, 52% des expatriés se sentent chez eux à l'étranger. Donc, ça, c'est génial. Pour les autres 48%, par contre, on les a interrogés pour bien comprendre pourquoi, c'est quoi qui les empêche d'être mieux intégrés, si vous voulez. Et donc, à gauche de l'écran, vous voyez que les aspects affectifs, ce qui a trait à leur identité, etc., l'identité sexuelle du genre, etc., ne semble pas être un enjeu pour eux. Ils sont tous très bien là-dedans. Par contre, avec bémol, et on va parler des enfants un peu plus tard, un écart notable pour les plus jeunes. Dans l'ensemble, ils se sentent bien chez eux, mais du côté de la sociabilité, les éléments qui leur permettent de s'intégrer dans la communauté, les éléments que j'appellerais externes, là, ils trouvent qu'ils doivent faire des concessions. Donc, en ce qui a trait, par exemple, à la nourriture, les relations avec l'argent, et je vais dire surtout les amitiés, parce que les amitiés, on pense que ça nous vient naturellement, eh bien, ils doivent faire des concessions et ils doivent quand même faire des compromis pour pouvoir bien s'intégrer dans la communauté. Ils sont quand même bien, mais il y a des efforts à faire là-dessus. Et quand on continue, on voit que, désolé, du côté de leurs valeurs, est-ce que leurs valeurs sont ébranlées? Et généralement, ils s'adaptent. Côté valeurs, ils s'adaptent à des niveaux assez variés, mais ils sont généralement bien, puis on s'attend quand même à ce qu'il y ait un peu d'adaptation. On les a aussi interrogés sur leur impact écologique. Vous allez voir les deux prochaines slides. Avant tout, est-ce que l'écologie, c'est un item qui les concerne, qui est important pour eux ou pas? Et est-ce que eux, ils trouvent que leur empreinte carbone est devenue plus importante, moins importante, etc. en expatriation? En général, ça va bien. Ils s'inquiètent pour l'environnement, quoi. Mais ça va assez bien, même en expatriation. Quand on rentre un peu plus dans le détail, par contre, et là, vous vous rappelez, je vous ai parlé de différentes moyennes d'analyser les données. On a interrogé les tranches d'âge parce que ils ont évidemment, surtout à ce niveau, des préférences, disons. Et vous voyez que finalement, ceux de 18 à 29 ans sont les plus préoccupés. Par contre, et voilà ce qui est très important, ils sont du côté conscience écologique, ils en ont plus, mais ceux qui prennent l'action beaucoup plus, c'est la tranche d'âge de 40 à 49 et de 50 à 59. C'est eux les joueurs qui vont prendre l'action du côté de l'écologie. Ce qui est quand même assez intéressant et ce qui revient un peu aux valeurs et sur ce, dans la même, et on ne pouvait pas tout ajouter, mais dans cette même enquête, on a justement interrogé les gens au sujet de la valeur de leurs enfants en expatriation. Et là, je te cède la place. Et je ne vais pas garder la place parce qu'on a un bizutage aujourd'hui, après avoir juste montré ce dernier slide qui montre que forcément la conscience de l'empreinte écologique, donc les jeunes sont beaucoup plus conscients de leur empreinte écologique que les plus âgés, et que selon les zones où ils habitent, ils sont pas du tout la même conscience d'augmenter leur empreinte écologique.
Et c'est là, d'ailleurs, on pourrait parler de la région Île-de-France pour lesquelles les résultats contraires sont excellents. On va lancer une tradition aujourd'hui, c'est celle du bizutage. C'est interdit, mais on va quand même le faire parce qu'on accueille un nouveau membre dans le board. Enfin, il va y en avoir d'autres, mais les autres ne seront pas annoncés aujourd'hui. On peut déjà annoncer l'intégration de Globe Educate. Alors, Globe Educate, c'est un nouveau membre, mais c'est aussi un nouvel acteur de l'éducation internationale. Vous connaissez plein de leurs marques, vous connaissez l'école OIB, vous connaissez Atmer à distance, vous connaissez les cours Legendre, etc. Tout ça maintenant, c'est une même maison qui s'appelle Globe Educate, dont Jean-Xavier Moreau est le directeur. Et Jean-Xavier va commenter, c'est son bizutage, c'est lui qui va commenter les chiffres pour les enfants. Voilà. Merci beaucoup, Alix. Bonjour à tous. Effectivement, nous, on a beaucoup parlé, je crois, des familles, parce qu'une expatriation réussie, c'est effectivement une famille qui s'intègre bien. Et dans une famille, il y a des enfants. Et les enfants, effectivement, c'est notre métier, parce que les faire réussir, c'est extrêmement important. Je crois que voilà. En fait, plus les familles ont des enfants tôt et qui partent en expatriation, plus c'est facile. Parce que, évidemment, il y a une adaptabilité qui est plus importante et c'est plus facile aussi d'apprendre des langues. Et le grand avantage de l'expatriation, c'est effectivement d'avoir cette capacité à avoir une ouverture culturelle, une ouverture internationale et d'apprendre des langues et donc d'aller vers le bilinguisme et le plurilinguisme. Ça, c'est un atout. Mais quand on part en expatriation, c'est aussi des questions d'opportunité et les entreprises qui envoient en expatriation ne regardent pas forcément l'âge des enfants. Donc, il faut aussi s'adapter. Et dans l'adaptation, nous, ce qu'on propose au sein de Globe Educate, c'est que nous sommes un acteur avec 60 écoles à travers le monde et nous avons aussi des écoles à distance. Et ces écoles à distance permettent de pouvoir suivre un curriculum français, de continuer d'apprendre des langues partout où nous sommes dans le monde, parce que les écoles françaises, on a cette chance et nous sommes ici au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Le réseau de l'AEFE est un réseau mondial et extraordinaire. Mais selon où vous allez dans le monde entier, vous n'avez pas forcément une école française à proximité. Les modalités de vie pratique, elles font partie d'une expatriation réussie. Et pour cela, les écoles à distance sont une des réponses. La satisfaction en fonction du type de scolarité, donc on voit que à peu près 40% des expatriés vont vers les écoles françaises, un peu plus de 30% vers les écoles locales et environ 10% vers les écoles internationales. Là aussi, c'est une question, de souhait des parents, mais c'est aussi une question de modalité de vie pratique. Et c'est une question aussi de place dans ces établissements. Parce que à l'étranger, comme en France d'ailleurs, il n'y a pas forcément de la place pour les enfants dans l'école qui est juste à côté de chez soi. C'est cet ensemble de choses qui fait que vous devez faire des choix. Et après, ce qui est aussi extrêmement important, c'est que quand on part en expatriation, c'est un choix, mais on ne sait jamais pour combien de temps cela va durer. Et donc, il faut commencer dès le premier jour à préparer le retour. Et préparer le retour, c'est évidemment le choix des langues pour les enfants, c'est le choix de l'avenir, parce que apprendre des langues, c'est un choix pour toute la vie, mais maintenir le français, c'est un choix aussi pour son futur. Et on a la chance d'être reçu ici au Quai d'Orsay, la place de la France, la place de la francophonie, c'est essentiel, et maintenir justement la langue des Lumières, c'est capital. Et donc, il faut aussi que les expatriés pensent à transmettre à leurs enfants la place et le rôle de la langue française, parce que c'est un atout pour l'avenir. Et là, vous voyez le décalage entre les priorités des parents, massivement pour transmettre la langue, et leurs actions, parler d'actions, où soit c'est fait par l'école, pour 40%, soit ça sera fait par les séjours dans le pays d'origine pendant l'été. Donc les actions proactives pour maintenir la langue, il y a un certain décalage entre la volonté et la réalisation. En fait, ce qui est extrêmement important, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que nous, je dirige l'école internationale bilingue à Paris, on accueille beaucoup d'expatriés.
beaucoup d'enfants et de parents qui reviennent de l'étranger. Et on accueille des enfants de toutes les confessions, de toutes les cultures, de toutes les nationalités, puisqu'on a à peu près 50 nationalités au sein de notre école. Cette intégration, pour une intégration réussie, c'est l'anticipation et c'est effectivement la maîtrise et le travail en français à l'étranger. Après, on a aussi des dispositifs d'intégration, d'immersion, où on a cette capacité, parce que les enfants ont cette capacité formidable d'apprendre beaucoup plus rapidement que nous, à notre âge. Et donc, cette capacité d'intégration, elle est phénoménale, mais ça nécessite forcément un petit peu de temps. Je rajoute, et vous en avez tous entendu parler, de l'enquête PISA qui est sortie la semaine dernière. Cette enquête PISA, elle voit une dégradation des résultats de notre système éducatif, mais de l'ensemble des systèmes éducatifs dans le monde, du fait notamment d'un effet Covid, où les enfants ont été éloignés de l'école et éloignés des enseignements. Ça doit tous nous interpeller. Notre ministre a annoncé un choc des savoirs. Il y a évidemment des bonnes mesures avec, par exemple, un apprentissage anticipé de la méthode de Singapour en mathématiques qui allie en fait une méthode gestuelle, de la manipulation, un travail sur des projets. C'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'il faut donner du sens à l'enseignement. Et on a besoin de cela. C'est donner du sens parce que c'est de cette façon aussi qu'on va vers le bilinguisme, qu'on va vers la compréhension de l'autre. Et l'apprentissage du français, ça en fait partie. Merci beaucoup. Vous disiez anticipation, et là j'ai vu les sourcils de Ludivine Requena, qui représente la mobilité internationale, se froncer un peu. Mais en fait, parce que pour les entreprises, c'est un gros enjeu, hein, anticiper les mobilités, on est tous d'accord pour le faire. Mais techniquement, notamment pour les entreprises de projet, c'est compliqué. Mais en fait, ce que vous dites, Jean-Xavier, c'est qu'il faut transférer aussi cette anticipation, non pas que de l'école, pas que de l'entreprise, parce que c'est compliqué, mais aussi vers les parents. Et que les parents en expatriation prennent un rôle d'éducateur plus complet, plus éclairé que celui qu'ils peuvent avoir quand ils ont juste à faire confiance à l'école du quartier. Et c'est les propos de la dernière vidéo, dont j'espère qu'elle va arriver facilement aussi, qu'on va voir. Donc je vous montrerai les différentes conclusions qu'on peut faire du baromètre. La dernière, c'est tous les services de coaching et de formation qu'on va pouvoir mettre en œuvre, et là plus particulièrement ceux à destination des parents et de l'orientation scolaire qu'on voudrait commencer qu'on a mis en place et qu'on voudrait étoffer pour les parents des enfants expatriés. Et on va voir une de nos coachs à Bogota, Peggy Velasquez, qui va nous donner ses conseils pour les grands adolescents. S'expatrier avec des enfants de plus de 12 ans, comme le montrent les résultats du baromètre d'Expat Communication, n'est pas toujours facile. Et aujourd'hui, je vous partage mon expérience. Bonjour à tous, je m'appelle Peggy Velasquez, je suis coach en orientation professionnelle et intelligence interculturelle. Je suis expatriée depuis plus de 3 ans en famille, à Bogota, en Colombie. Et cela suite à une opportunité professionnelle saisie par mon mari au sein du groupe Eiffage, leader européen du BTP et des confections. Même si nous sommes des expatriés multirécidivistes, cette aventure colombienne a été bien différente pour nous, car c'est la première fois que nous laissions notre aîné de 18 ans en études post-bac en France et que nous déracinions notre adolescent de 14 ans à sa tribu d'amis versaillaise. Pour notre fils de 14 ans, les difficultés majeures de cette expatriation ont été de quitter ses amis, bien naturellement, de perdre en indépendance et, une fois arrivé en terminale, de s'orienter. C'est vrai que pendant l'adolescence, nos adolescents se créent des groupes d'amis très forts et déménager à cette période peut être vécu par certains comme un vrai déracinement. D'autant plus en fonction du pays dans lequel vous êtes expatrié, leur indépendance peut être très réduite, comme c'est le cas pour notre fils en Colombie pour des raisons d'insécurité. Alors, mes recommandations avant le départ, impliquez le plus possible vos adolescents dans cette décision, d'écouter leurs craintes, leurs doutes, et faites en sorte qu'ils arrivent à maintenir leurs amitiés avec leurs amis français. Et pendant la période d'orientation, vous verrez, certaines portes s'ouvrent avec des perspectives internationales. Et pendant la période d'orientation, vous verrez, certaines portes s'ouvrent avec des perspectives internationales plus grandes et d'autres se ferment,
comme l'accès au prépa du supérieur. Donc soyez présents et guidez-les dans leur choix éducatif. Donc l'expatriation avec des ados reste pour moi une aventure très enrichissante. Mais c'est une aventure que vous devez préparer et suivre une formation de préparation au départ proposée par Expat Communication peut être très utile. Et j'ai demandé à mon fils, si c'était de 14 ans, si c'était à refaire, s'il choisirait de repartir vivre en Colombie. Et sa réponse a été affirmative à 100%. Je me souviens de Peggy il y a 3 ans, réfléchissant à expatrier son fils. Donc c'est bien de voir que le bilan a été positif. Ça vous donne tout ça une idée de à quel point je pense qu'on pourrait y passer la journée, s'immerger complètement dans cette expérience de l'expatriation, puisque le baromètre couvre vraiment tous les aspects de l'expérience d'expatriation. On finira juste en vous donnant le bilan global. Selon les études, entre 91 et 93% des expatriés recommandent la mobilité internationale. 52% d'entre eux disent vouloir rester plus longtemps que prévu. Donc attention aux entreprises, ils ne vont pas vouloir rentrer. Donc c'est très positif. Mais vous voyez à chaque fois, avec ces aspects d'excellence et de vulnérabilité, excellence des carrières, excellence du réseau qui se constitue, excellence de leur performance, excellence pour les relations de couple, globalement, on n'a pas beaucoup parlé, mais aussi vulnérabilité dans le couple, pour les conjoints, au retour, face à certains enjeux de santé. C'est ces deux aspects qui font la richesse de l'expatriation, parce que qui a dit enrichissant, épanouissant, n'a pas dit fragile. Et c'est pour ça que je pense qu'on pourra conclure avec M. Pinguili pour rappeler, pour les citoyens français qui nous écoutent, l'importance du service consulaire dans ce grand voyage. Alors effectivement, ces deux termes d'excellence d'un côté et de vulnérabilité de l'autre reflètent assez bien, je trouve, en réalité le travail de notre réseau diplomatique et consulaire à travers le monde, en commençant peut-être par la vulnérabilité, parce que c'est vrai que plus on est loin de la France et plus on est vulnérable. Et à ce titre, nos consulats jouent un rôle d'accompagnement important au quotidien de nos Français à l'étranger, ceux qui sont établis durablement, évidemment. Je le disais tout à l'heure, on estime le nombre de nos compatriotes à l'étranger à 2,5 millions à peu près, mais il faut compter aussi les Français de passage, qui sont aussi donc un public d'usagers pour nos consulats. On compte plus de 200 postes consulaires, 209 exactement, qui sont là justement pour accompagner au quotidien l'expatriation, pour le meilleur et pour le pire, je dirais. Pour le meilleur, on pense par exemple aux événements d'état civil heureux, le mariage, la naissance, lorsqu'il s'agit de transcrire un acte d'état civil par exemple, l'accueil de la nationalité pour les conjoints étrangers de nos Français expatriés, mais aussi parfois malheureusement pour le pire. On pense évidemment là aussi en termes d'état civil au décès, à la gestion de crise, au rapatriement pour des raisons sanitaires en particulier. On pense à la protection consulaire pour les détenus, parce que ça fait partie aussi des missions de nos consulats. La visite régulière aux détenus, l'accompagnement de femmes victimes de violences conjugales. C'est aussi un thème auquel on apporte une grande attention dans nos postes. Et je voudrais souligner peut-être à ce titre l'importance du niveau de service offert par l'administration française aux Français de l'étranger. Je pense que par rapport en tout cas aux principaux partenaires européens, c'est clairement le niveau de service le plus élevé dans tout un tas de domaines. Je pense aussi aux dispositifs qui existent pour l'appui aux compatriotes les plus démunis en termes d'aide sociale ou d'aide à la scolarité. On a parlé tout à l'heure du réseau de l'enseignement français à l'étranger. Et ce qui m'amène au deuxième volet, qui est celui évidemment de l'excellence, c'est le titre du baromètre. L'excellence parce que nos consulats, nos ambassades sont aussi là pour faire rayonner la France à l'étranger, et également au profit évidemment et grâce
dans une certaine mesure, à nos compatriotes établis à l'étranger, on pourrait dire notre diaspora, à travers évidemment le réseau d'enseignement français à l'étranger qui est important, qui comprend 580 établissements scolaires et près de 400 000 élèves en 2023. Il s'agit évidemment d'un atout pour les Français installés à l'étranger. Pour les entreprises françaises aussi, c'est un point important de pouvoir compter sur la présence de ces établissements. Il s'agit aussi évidemment d'un instrument important de rayonnement pour nous, puisque ces établissements comptent une part importante d'élèves étrangers, soit de la nationalité du pays d'accueil, soit de nationalité tierce, à peu près 2 tiers, auxquels j'ajouterai aussi dans le dispositif les associations Flammes, français langue maternelle, et les établissements bilingues labellisés France Éducation, qui sont aussi importants. Les expatriés, les Français expatriés peuvent aussi compter sur les instituts français, les alliances françaises, pour conserver un lien avec la culture française. On a un réseau de plus de 1200 établissements culturels. Ça fait partie aussi des missions de notre réseau diplomatique et consulaire de cultiver cette relation avec ce réseau d'établissements culturels pour promouvoir la culture française et la francophonie. C'est aussi un lieu de rencontre privilégié souvent pour nos Français de l'étranger qui se retrouvent autour de telle ou telle manifestation, conférence ou autre. Et je dirais peut-être pour finir, notre réseau à l'étranger qui développe également des actions justement en termes de diplomatie économique en accompagnant les entreprises françaises à l'international. Les ambassades et nos consulats sont en liaison directe à ce titre avec tous les acteurs de l'export dans leur circonscription. On peut compter pour cela sur l'appui des conseillers du commerce extérieur de la France, les CCE, qui sont les acteurs clés de ce dispositif. On peut compter aussi sur les chambres de commerce qui sont là aussi pour accompagner les entreprises à l'international, ou encore les représentants de ce qu'on appelle la French Tech, donc qui sont présents maintenant dans 52 pays et qui sont de véritables portes d'entrée justement pour les startups françaises qui visent à fédérer les acteurs de l'innovation. Donc tout ça pour dire que dans l'ensemble de ces domaines, on tient aussi au niveau du ministère et au niveau local, au niveau du réseau diplomatique et consulaire, à valoriser au maximum notre présence française à l'étranger, nos compatriotes installés à l'étranger, parce que ce sont des acteurs majeurs de notre propre présence à l'international et en termes d'influence et de rayonnement, ils jouent directement un rôle d'ambassadeur également dans tous les secteurs que j'ai évoqués. Et pour cela, je les en remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour conclure, je vais inviter mon associé Stéphanie Merlan à me rejoindre. Remercier encore les expatriés qui nous écoutent et qui vont, j'espère, continuer à répondre aux questions du baromètre maintenant qu'ils ont vu tout ce qu'on pouvait en faire. Merci Monsieur Pinguili, merci Aurore Do pour votre accueil au Quai d'Orsay. Je pense que c'est une super reconnaissance pour tout ce travail qui est fait et un excellent facteur pour favoriser les synergies, parce qu'on sent bien, je pense tous ici et tous en ligne, à quel point il y a encore des synergies à monter. Il y en a peut-être parmi vous qui sont un peu frustrés de ne pas aller plus loin dans les analyses. Alors, en ligne, sur le site Expat Communication, vous trouverez, on a mis déjà en ligne, bravo Yumna, c'était fini ce matin, le livre blanc avec les analyses et un peu plus poussées que ce qu'on vous avait présenté aujourd'hui. Si vous voulez en savoir vraiment plus, alors j'ai qu'une solution, rejoignez le board. Vous y retrouverez nos partenaires. Je voudrais remercier les sponsors de cette journée, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, honte à moi, et en particulier la Banque Transatlantique, qui est la banque historique des expatriés et des diplomates, qui nous a aidés à pouvoir réaliser cette journée. Donc merci beaucoup à eux, et à Elma International qui propose des solutions de mobilité. Donc merci beaucoup à vous. Et enfin, avant de se quitter, alors je vais un peu paraphraser Monsieur Pinguili qui disait les services de la DILA et du ministère du Premier ministre mettent en place une démarche je pars, je vis, je rentre. Le baromètre 2024, il s'oriente vers un sujet autour de Veni Vidi Vici.
Alors, j'ai découvert qu'avec les plus jeunes, ça n'évoquait plus rien, donc il y avait un peu de traduction. Je suis venue, j'ai vu, j'ai vaincu. On va voir, en tout cas, on va regarder l'expérience d'expatriation du départ au retour, en regardant notamment la satisfaction auprès des prestations d'accompagnement, des relations avec le siège de l'entreprise, le retour d'expatriation. On ne l'a pas fait cette année et on sent que vraiment c'est un besoin. On va avoir 2 priorités, les femmes, parce que vous avez vu, on lance le guide de l'expatriation au féminin avec à la fois la femme conjointe dans sa vulnérabilité, mais aussi la femme expatriée par son entreprise en tant que rôle modèle, ou pour parler français, que figure d'excellence, qu'il faut promouvoir pour qu'il y en ait davantage et qu'on puisse vraiment féminiser les niveaux les plus élevés des entreprises et de la société, c'est important. Et puis notre autre axe de développement, ce sera, là on est à 80% de répondants français, notre cible est à 50%, on aura toujours une majorité de Français, enfin un gros volume de répondants français, c'est notre vocation puisqu'on accompagne les entreprises françaises à l'international, mais si on veut pouvoir répondre aux besoins de ces entreprises, il faut qu'on tende vers les 50% de répondants non francophones. Voilà nos défis pour l'année qui vient et on espère vous présenter des beaux résultats l'année prochaine. À bientôt, merci de votre présence.